Est-ce que vous voulez prendre 2 minutes de pause avant qu'on continue, ou vous êtes bien niveau eau et tout? Je suis bien et on n'aura pas beaucoup de temps, donc je préfère Oui, c'est ça. qu'on enchaîne. C'est ça, tout à fait, on est d'accord. Puisqu'il est 15h15. Ok. On peut déborder de 5 minutes. On se dépêche, ouais, merci. Depuis combien de temps, Omar, vous êtes psychanalyste? On revient à la question de dater. Non, mais à la grosse louche, parce que c'est différent si ça fait 1 an ou si ça fait... Bah oui, alors combien? 97, je ne sais pas combien ça fait. Très bien. Vous parliez tout à l'heure que vous avez l'air d'avoir plusieurs activités, une libérale, là je suis dans votre cabinet, et une avec le centre Primo Levi, c'est toujours le cas? Non, j'ai quitté le centre Primo Levi, avec qui j'entretiens de très bonnes relations depuis, en 2019. Donc aujourd'hui c'est seulement mon cabinet. Le centre Primo Levi, vous faisiez de la psychanalyse auprès de réfugiés ou de personnes torturées de guerre, c'est ça? C'est une très bonne question, en tout cas votre formulation, dire faire de la psychanalyse. Et c'est d'ailleurs l'une des questions qui me passionne quand je fais des conférences ou des interventions, des formations. Est-ce que c'est de la psychanalyse en institution? Parce que on n'avait pas de divan dans nos box de consultation ou dans nos bureaux. Et pourtant, c'est de la psychanalyse. Comme je reçois des patients quelquefois en face à face, c'est de la psychanalyse. Avec des enfants, c'est de la psychanalyse. Et ils sont pas, sauf 2 ou 3 qui aiment bien s'installer sur le divan à sautiller. C'est quoi la différence donc quand vous recevez quelqu'un qui demande de l'aide mais qui ne vient pas à vous parce que vous êtes psychanalyste? C'est quoi la différence entre une psychothérapie pour aider cette personne et votre pratique de psychanalyse, alors même que la personne n'est pas allongée sur le divan ou n'est pas en processus, elle n'a pas compris qu'elle était en psychanalyse? Oui, pour ça il faut être très honnête, je pense l'être en institution, parce que j'ai travaillé en pédopsychiatrie, en CMPP, centre médico-psychopédagogique, c'est-à-dire avec des enfants, au centre Primo Levi pendant presque 15 ans. Dans tous ces lieux-là, les personnes ne viennent pas vous demander une psychanalyse. Et je recevais en tant que psychologue clinicien, puisque je suis psychologue clinicien de formation, mais traversé par la psychanalyse. Si j'avais pas la psychanalyse, je ne sais pas comment j'aurais fait tout ce que j'ai pu faire pour tous ces patients depuis le début. Je me serais senti démuni. Et donc, effectivement, engager une psychanalyse, c'est quelque chose de très particulier, que je différencie un petit peu. Si on vient sur la question de la dernière séance, ce podcast, il vient questionner la finalité de la psychanalyse, donc à la fois son impact et à la fois sa fin, FIN. Est-ce que vous avez 1 ou 2 dernières séances à nous raconter, en anonymisant et en respectant l'éthique, bien entendu, qui pour vous racontent quelque chose de cette finalité? J'avais pensé à un patient qui est venu consulter suite à des violences qu'il a subies, où il a été violé en prison, et des années après, il est en couple avec une femme et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, son entourage le pousse à consulter, il vient consulter, et d'emblée, il me raconte les événements traumatiques qu'il a vécus, son engagement politique, les violences dont il a été victime. Son engagement politique, je comprends que c'est quelqu'un qui habitait dans un pays où il a eu des engagements politiques, il a été arrêté, c'est ça? Absolument. Juste pour le contexte. Absolument. Et donc c'est un homme politique qui est arrêté et mis en prison parce que dans le pays il doit y avoir une révolution et c'est en prison qu'il est violé. Puis après il trouve refuge en France et là il vous voit, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc dans ce contexte-là, ce qui motive la consultation, c'est justement qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc
quand il est déjà dans l'intimité de la séance et du déroulé des séances, je dirais même, il me dit que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être au lit avec sa femme, que ça ne marche pas. Et pourtant, il a fait tous les examens, il a été suivi, les médecins, tous les contrôles, rien d'anormal. Et c'est même les médecins qui lui disent, écoutez, ça doit être psychologique, ça doit être nerveux, allez voir un psy. Et je passe tout le travail de thérapie, tous ces moments de grâce, tous ces questionnements, les rires, les larmes, pour arriver à la dernière séance. Dernière séance pour laquelle je donne simplement le contexte. Sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte et lui dit tu as été demandeur d'asile, mais tu as obtenu l'asile politique. Tu ne peux plus aller passer tes journées à discuter avec les compatriotes, à refaire le monde. Il faut que tu trouves un travail. Et on va avoir un enfant. Je suis stressé pour ça. Et c'est ça qui met cet homme un peu en ordre de guerre, je dirais. Et qui vient me dire qu'il ne pourra plus continuer nos séances parce qu'il doit travailler et qu'il a trouvé un travail et que ça va être compliqué avec son emploi du temps, ce qui est à moitié faux, parce que voilà, s'il avait voulu, si moi-même j'avais considéré que c'était grave, important, qu'il poursuive, etc. Mais je le laisse justement exposer tout ça et surtout son étonnement, et c'est ce qui m'a marqué de cette dernière séance, où il dit, d'ailleurs, je sais même plus pourquoi je suis venu vous voir. Et pour moi, c'était très joli, et c'était presque comme la boucle parfaite, une opération parfaite. J'aurais été presque gêné. Je me serais senti comme, je sais pas, un cordonnier ou un prestataire de service, ou un SAV. Voilà, je suis venu pour avoir des enfants, j'ai des enfants, merci, au revoir. Alors que là, non. C'était justement derrière cette demande. Ça ne marche pas. La physiologie de mon corps masculin ne marche pas. J'ai envie d'avoir un enfant et je n'y arrive pas avec ma femme, etc. Il faut réparer ça. Non, derrière ça, derrière cette demande, il y avait autre chose. Et j'ai eu l'impression, justement avec ce patient comme avec d'autres, que justement on avait traité ce qui était derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui était derrière ? Ce qui était derrière, c'était pas les violences sexuelles qui le harcelaient et qui étaient au fond de ses cauchemars et qui rendaient sa vie difficile. C'était les mots qui avaient été prononcés. Les mots qui avaient été prononcés qui étaient humiliants, qui le féminisaient, et comme ces mots avaient été prononcés par quelqu'un qui avait tout le pouvoir, qui était le bourreau, qui était armé, lui, il était en position d'impuissance. Et voilà, même les mots que je suis en train de prononcer vous disent un peu quels sont les méandres par où il a circulé. De dire, tiens, j'étais en position d'impuissance, mais je ne suis pas obligé de le rester, par exemple. Rien que ça. Ou le fait de dire, je n'ai aucune trace de ces violences-là, elles sont dans ma tête, les traces, et pas là où je le pense, dans mon corps. Et donc de réaliser ça, c'était aussi voilà, l'accompagner à reprendre une position, celle qu'il voulait, parce qu'il y a d'autres patients pour qui c'était l'homosexualité qui était une forme de reconnaissance, d'acceptation, qui avait fui à cause de ça, et il s'agit pas de moraliser, dire qu'il faut qu'il se mette à tel ou tel endroit. Non, mais qu'il s'épanouisse, un peu comme la question que vous posiez tout à l'heure. Et ça a été le cas pour cet homme-là. Donc, cette dernière séance avec lui s'est finie par un sourire de ma part. Quand il a dit justement, je ne sais même plus pourquoi je suis venu consulter, c'est là que je me suis levé, que je l'ai pris un peu par le bras, en souriant, en lui disant que c'était pas grave, qu'il se souvienne pas, mais qu'on avait fait un bon travail ensemble. Là, ce qui s'est joué sur ce divan-là, c'était... J'essaie toujours de comprendre très concrètement, en fait, comment cette personne s'est sauvée du divan de votre cabinet, mais aussi de ces cercles vicieux.
en remettant des mots, en fait, il a repris le pouvoir, il était enfermé dans des mots qu'on lui avait imposés, et il savait pas lesquels étaient les siens, il est allé les trouver sur votre divan. Enfin, comment vous vous expliquez qu'il a réussi ou qu'il il s'est soigné? Ce qui se passe souvent dans les situations traumatiques, c'est que, comme ça a été le cas pour les nazis par exemple, il y a ce petit ouvrage LTI, écrit par Victor Klemperer, qui est un guide incroyable, c'est-à-dire le processus de la langue est affecté par les situations totalitaires. Ce sont les nazis, par exemple, les dictatures chiliennes, argentines ou dans d'autres contextes, qui viennent changer le sens des mots et vous faire douter de ce qui était pourtant le socle. On vous a toujours dit que vous étiez ceci, vous étiez cela, que ça c'était rouge ou bleu. S'il y a quelqu'un qui change tout ça, c'est déboussolant. Dans un épisode précédent, j'ai interviewé une psychanalyste russe, Inga, qui dit que, au moment de la guerre, au moment où je vous parle là de la guerre de la Russie en Ukraine, on ne parle pas de guerre en Russie. Elle est à Moscou. On ne parle pas de guerre, mais d'opération spéciale. Voilà une façon d'enlever les effets d'un mot. Et donc pour ce patient, c'était un peu le cas. Comme pour d'autres patients, j'ai une autre patiente en tête où, pareil, pour des agressions sexuelles, on lui disait on t'a donné le choix, tu as choisi, donc ce n'est pas une agression. Quand elle est venue me voir, elle me disait je pense que je suis folle, parce que je ne comprends plus ce que je fais ou ce qui se passe. Donc soit l'hôpital psychiatrique, soit vous, Monsieur Guerrero. Et donc voilà, là aussi on a fait un travail pour qu'elle retrouve quel sens elle donnait aux mots, sur quel social elle peut s'appuyer. Et donc, effectivement, selon l'ethnie ou selon le choix politique ou sexuel, identitaire ou autre, on peut être assigné à une place. C'est un peu la conclusion aussi de votre chapitre ou épisode précédent. C'est-à-dire, en France, à quelle place on est quand on est étranger ? Pour un homme, pour une femme, mais voilà, c'est un pays où des patients d'origine étrangère me l'ont confirmé. Vous allez à une boulangerie, et si vous dites un mot de travers, la boulangère vous corrige. Alors que dans d'autres pays, au contraire, la boulangère va faire l'effort de comprendre et de vous vendre ce qu'elle a à vous vendre, mais en accueillant votre altérité, pour le dire comme ça, parce que ce n'est pas l'enjeu principal. Et donc là, pareil, par rapport à ce patient, c'était une façon de retrouver, lui redonner autorité pour qu'il puisse faire valoir quel homme il voulait être. Et que être homme, par exemple, pour lui, ce n'était pas simplement la physiologie, mais d'avoir effectivement un travail, d'avoir une place sociale par rapport à d'autres. Et à partir de là, petit à petit, ça s'est remis à marcher, si je peux le dire comme ça. Dans l'épisode précédent, vous racontiez qu'une journaliste vous a demandé, donc vous avez travaillé de nombreuses années au centre Primo Levi. Je dis bien quand je dis que c'est un centre qui accueille principalement des personnes qui ont subi la torture de la guerre. Oui. Et qui sont réfugiées en France. Elle vous indiquait, mais pourquoi vous ? Et alors là, vous racontez dans l'épisode précédent que vous avez du coup recommencé une tranche pour dire bah oui, pourquoi moi ? Et vous avez, je me souviens tout à l'heure dit, oui, et du coup j'ai trouvé des réponses. Quelles réponses avez-vous trouvées et comment ces réponses vous ont impacté votre travail en tant que psychanalyste ? Alors, quelle réponse j'ai trouvée ? C'est très riche. J'ai trouvé beaucoup de réponses, mais effectivement, ça a changé ma façon de travailler. Et je pense qu'à chaque tranche d'analyse, ça a été un quart de tour supplémentaire à la vis qui a rendu peut-être mon travail plus affirmé. Je me sens hésiter sur les choses importantes. Un diagnostic, par exemple. Je peux avoir une idée d'emblée pour un enfant et en même temps garder une marge parce que ce n'est pas le plus urgent de trancher là-dessus, mais ça peut orienter mon travail, etc.
alors qu'avant, je le faisais pas. Et à chaque quart de tour, il y a quelque chose de cette assurance qui a fait qu'un travail soit plus efficace, plus direct, plus rapide, je dirais. Mais je me souviens que vous êtes allé, vous avez reconnecté avec votre passé, notamment l'impact de la dictature chilienne sur votre famille. Et j'ai eu l'impression que c'est ça qui s'était aussi travaillé pendant cette tranche-là. En quoi, du coup, ça vous a changé en tant que psychanalyste, travaillant pour des gens eux aussi, des personnes eux aussi victimes de la guerre? Comment est-ce que l'intime du comment l'intime du psychanalyste, plus il est éclairé et plus il peut devenir au service des autres? C'est intéressant comme question. Hein. Je pourrais avoir une réponse un peu intellectuelle et vous dire. Mais vous ne l'aurez pas. De dire par exemple. Vous l'empêcherez. Ferenczi, qui est un élève de Freud, il travaillait en racontant beaucoup de son intimité aux patients. Je dirais pas qu'il faut aller jusque-là, mais par contre, le fait de faire cette tranche supplémentaire, ce détour par un vécu traumatique personnel, par exemple, m'a permis d'avoir une tranquillité par rapport à ça. Et de dire avec assurance à un patient, on s'en remet. Et que des patients, quelquefois, sans que je dise un mot, ils sentaient quelque chose. De dire, quelquevefois, ah oui, non, mais c'est que vous êtes français, vous connaissez pas tous ces problèmes quand on est étranger. Et que je puisse lui dire, ah, si vous saviez, mon vieux. Avec autorité, et non pas comme quelque chose d'anecdotique ou une coquetterie, dire oui, moi aussi, etc. Non, mais voilà, dit en passant, qui est un encouragement, un accompagnement au patient aussi, pour lui dire qu'effectivement, on peut être handicapé par des choses de notre parcours, et qu'on peut aussi les utiliser, les renverser, s'autoriser à jouer autrement. Je pense qu'il y a pas mal de psychanalystes qui disent je ne raconte rien de moi pour être un canevas blanc, pour être un fond de peinture totalement blanche, pour que le patient, la patiente soit totalement libre. Là, pour moi, et c'est comme ça que je vous ai trouvé sur Internet, votre propre chemin intime et personnel qui rejaillit sur vos écrits qui sont publics, qui permettent quand même à des personnes qui lisent le français de pouvoir projeter sur vous un lien, se dire ok, ben lui, il a vécu des choses où j'entends quelque chose dans ses écrits qui fait que, et je trouve pas ça inintéressant. Enfin, je me questionne pas mal, moi qui vais demander au psychanalyste de livrer un bout d'intimité, dans quelle mesure ça peut être contre-productif d'un travail ou pas. Et là, je trouve que dans votre cas, il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête. Je sais que vous avez peut-être un ou une patiente qui va arriver, donc il faut que je parte dans pas longtemps. J'ai une dernière question pour vous. À celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sur un chemin de psychanalyse et qui se disent je sais pas si je dois arrêter, qui sont dans votre indécision, ça c'est l'épisode précédent, qui se demandent est-ce que je vais arrêter pour les bonnes raisons, est-ce que j'ai envie d'arrêter, à la fois j'ai pas envie, enfin qui sont dans le doute de la fin, FIN. Est-ce que vous auriez des conseils ou des intuitions à leur partager? Oui, pas de conseils, hein, parce que pour ça, effectivement, il faudrait interviewer un conseiller. Je vous embête à mon tour. Mais si je peux partager une intuition, ce serait effectivement de se faire confiance, de se questionner, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire de questionner la valeur, le coefficient, de savoir qu'on est, je le disais tout à l'heure, le protagoniste de notre film. Donc c'est à nous d'assigner les coefficients aux personnes, aux relations, aux actes différents. Et donc, si vous ne le faites pas, c'est comme la question de l'autorité ou du vide. Si on ne l'occupe pas, cette place du conducteur de notre vie, quelqu'un d'autre va l'occuper. Et on va avoir une épouse, une tante, un grand-père, un frère jumeau, n'importe qui peut venir et dire c'est ça qu'il faut faire. Et donc, vaut mieux tenir ce volant et courir les risques qui concernent notre vie. C'est à nous, c'est la nôtre. Mais comment je sais quand une psychanalyse est terminée ?
Ça a l'air sans fin ce délire. En gros, on peut toujours venir s'allonger sur le divan. À quoi je peux être connecté pour valider que c'est terminé? Alors, il y a un très joli texte, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que dans d'autres épisodes ça a été commenté. Ce texte de Freud, Analyse finie et infinie. Parce qu'effectivement, ça peut être infini, ça peut aller à l'infini. Et selon les patients, il y a quelquefois des patients obsessionnels, des collègues vous disent « Ah, là, t'as un pensionnaire ». Parce qu'effectivement, il peut se débrouiller pour venir vous voir toutes les semaines et ne rien faire. C'est-à-dire un mort-vivant qui va venir s'allonger et vous raconter des points anecdotiques et se débrouiller pour ne pas bouger d'un poil dans sa vie, dans sa position subjective. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement, et d'ailleurs, il y a un psychanalyste qui s'appelle Charles Melman qui l'a dit récemment lors d'un colloque, en se rappelant de ce que disait Lacan, parce que c'est un élève de Lacan, que même les psychanalystes, de temps en temps, il faudrait qu'ils reviennent, s'allonger pour vérifier où ils en sont. Et c'est très important, parce que ce soit l'ego, ou ce qu'on pourrait appeler les petits enjeux narcissiques de chacun, ce sont des pièges qui sont toujours là. Et quand on pense qu'on s'est complètement nettoyé de tout ça, eh ben, c'est là où arrive une proposition intéressante ou difficile, et puis c'est intéressant. Vous-même, vous êtes en analyse? Pas pour le moment, mais peut-être que d'ici quelque temps, je pourrais me reposer la question, parce que c'est effectivement une façon, et j'aime bien cette expression, de venir vérifier si l'axe que j'avais trouvé résiste, voilà, si ce mât de mon bateau résiste aux tempêtes qui sont nouvelles, parce que, vous voyez, aujourd'hui on se pose des questions par rapport à la technologie, par rapport à je sais pas, à la PMA, par rapport à tout un tas de choses qui n'existaient pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Je sais pas si je vous le disais comme ça tout à l'heure, mais voilà, il y a des collègues qui disent il faut surtout pas être sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui? Justement, vous participez à ce podcast. Comment vous savez que c'est pas c'est pas une caresse narcissique que vous faites et qui vous amène sur le mauvais chemin? Pourquoi avoir décidé de participer et pourquoi c'était important pour vous de participer? Et après, promis, c'est ma dernière question. Faites-moi un signe quand je dois partir. Alors, j'ai accepté, parce qu'effectivement, comme beaucoup d'autres situations, publication d'un livre, invitation à un colloque, ou autre, ça pourrait être comme vous dites, des caresses narcissiques. Mais il y a eu quelque chose dans le questionnement qui m'a touché. Et vous pourriez, par exemple, ne pas l'utiliser, ne pas le mettre en ligne. Et pour moi, c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Là. Ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment un discours se met en mouvement pour dire quelque chose de vrai. Et qu'est-ce qui vous a touché du coup? Ce questionnement d'un positionnement personnel, de comment on ne peut pas être psychanalyste sans avoir été patient, et qu'il y a cette bascule, et que chacun franchit de manière différente. Il y a un seuil, et que ce n'est pas parce qu'on est devenu psychanalyste qu'on n'est pas en analyse ou qu'on peut pas aller en analyse. C'est-à-dire, on joue des deux côtés. Donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau des tripes, de l'intimité du psychanalyste, et que, justement, il n'amène pas ça avec ses patients, c'est-à-dire, il se met pas à raconter sa vie. Au contraire, il laisse de la place pour que le patient se raconte. Et il y a eu quelque chose dans ce questionnement qui touchait de manière vraie, justement, non pas pour faire la promotion d'un bouquin qui viendrait de sortir ou pour arroser dans tous les réseaux sociaux ou autres, non, mais quelque chose d'intimiste et de vrai. Et pourquoi c'était important pour vous de participer? Pourquoi vous vous êtes dit, ok, là j'ai envie de faire entendre quelque chose? C'est que il y a une portée. Quand je parle de vérité, c'est pas raconter ma petite vie qui n'a pas plus d'intérêt que celle du voisin, mais vérité dans la façon de le dire.
Et je pensais que ce format et que la manière que vous aviez de poser la question se prêtait à ça, à dire quelque chose d'une vérité, c'est-à-dire de ce mur qu'on se coltine tous et de comment on négocie avec ce mur. Est-ce qu'on le contourne, on le grimpe, on l'ignore, on se cogne avec. Et il y a quelque chose de cette vérité que j'ai entendu aussi dans les épisodes que j'ai pu entendre. Le mur, c'est la psychanalyse ou la vie? Je dirais la vie. La psychanalyse, c'est peut-être la corde ou, ou d'autres images qu'on pourrait utiliser pour, effectivement, je dis la corde en pensant à l'alpinisme ou pour être latino-américain, l'andinisme qui se pratique en cordée. C'est quoi le futur de la psychanalyse? Moi, j'ai l'impression que, et je vous pose la question parce que pas mal de psychanalystes participent au podcast parce qu'ils disent qu'il faut que la psychanalyse se fasse entendre autrement que dans des êtres, j'allais dire dans des êtres abscons, dans des textes abscons. Vous, si vous, et là je pense que c'est vraiment la conclusion, si vous regardez le futur, l'Europe est en guerre avec la Russie, je sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça, mais l'Ukraine, il se passe, enfin, Covid, guerre, la psychanalyse, elle doit ou elle va, et c'est vraiment une opinion personnelle, servir à quoi dans les 20 années à venir? 20, c'est presque trop court, hein. 50. J'aurais envie de me projeter plus loin. Et non pas pour moi, mais pour la psychanalyse, effectivement. La psychanalyse, il faut qu'elle soit, et je le dis comme ça, grâce justement à mon parcours, à mon analyste, à mon école, elle doit être humble. Elle restera peut-être toujours un peu énigmatique, parce qu'il y a cette énigme de l'intimité, justement, de ce qui se joue dans l'entre-deux, entre patient et analyste. Mais il faut qu'elle soit humble, parce qu'elle n'est pas la réponse à tout. Elle n'est pas une clé, elle n'est pas une solution à tout. Il y a même des problématiques qui concernent la santé mentale pour lesquelles la psychanalyse est parfois démunie. Et il faut l'accepter, de pouvoir travailler avec d'autres. Ça aussi, c'est une ouverture, je pense, qui peut sauver la psychanalyse, c'est-à-dire de travailler avec d'autres, en partenariat. C'est la richesse justement du travail en institution, de pratiques comme la supervision aussi que je fais pour des institutions où il y a plusieurs métiers représentés autour d'une table et il faut pouvoir s'entendre autour du même patient ou de la même situation en sachant qu'on a qu'une part, on a qu'une partie de la réponse et comment l'articuler avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, la psychanalyse est assez renfermée sur elle-même. C'est un risque. Comme c'est quelque chose de très intimiste, c'est un risque. Ça nous guette si on fait rien. On pourrait effectivement rester les derniers dans chaque école avec moins de membres à chaque fois et puis disparaître au bout d'un certain temps. Je ne pense pas. Je n'ai pas à être pessimiste ou optimiste, mais ce que je vois, ce que je constate aussi par mon engagement associatif dans mon école, c'est de voir qu'il y a beaucoup de curiosité et beaucoup de questionnement aussi, de vouloir faire autrement, et c'est bienvenu, de vouloir exercer autrement, de voir quelles sont les limites, en quoi la psychanalyse, elle nous permet de garder un œil dans le rétroviseur, et non pas en tant que réactionnaire, mais en tant que ça nous permet de conduire notre vaisseau autrement, en étant un peu plus alerte, en sachant. J'aurais passé du coup l'intégralité de cet épisode à dire ceci est la dernière question. On était en train là de débriefer l'échange et on a commencé à parler d'Ukraine. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Oui, la question, la situation actuelle en Ukraine est une situation très douloureuse. Et on parlait à la fin de l'utilité de la psychanalyse. Vous voyez, la psychanalyse qui pourrait se présenter comme toute puissante quelquefois, avec cette aura un peu magique. Moi, ce que la psychanalyse me permet, c'est de prendre un peu de recul, justement, et de ne pas avoir le nez collé là où il y a une explosion, là où il y a un mot ou un geste, des chiffres, des positions, et tout le monde profite. C'est quelque chose d'un peu obscène, c'est-à-dire
c'est un corps inerte qui permet une jouissance de qui veut bien venir prendre un morceau. Que ce soit pro ou contre, pro-russe, contre-russe, Ukraine, peu importe. Et donc je disais, la psychanalyse permet aussi ce recul, quand je parlais de rétroviseur, de dire qu'est-ce qui se joue. Voilà, essayons d'enlever un peu la passion et de dire il n'y a pas des méchants contre des gentils. Tout le monde est en train de glaner ou de tirer profit. Si on se le dit, on va jouer autrement. On va prendre position un peu différemment. Bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. On parle du nombre déjà d'Ukrainiens qui fuient, qui vont venir, qui vont être accueillis. Il y a déjà effectivement des situations gênantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va accueillir les Ukrainiens mieux que les autres réfugiés qui demandent, qui sont souvent déboutés? Est-ce qu'on est pro-russe? Est-ce que les Russes sont légitimes ou pas? Mais c'est déjà le cas. J'ai l'impression que la SNCF rend tous les trains gratuits pour les Ukrainiens et elle n'avait pas fait ça pour d'autres réfugiés. Absolument. C'est pour ça que, voilà, on se laisse emporter par la passion. On voit des voitures qui circulent avec les petits drapeaux des deux couleurs de l'Ukraine. Tout le monde sur les réseaux sociaux commence à changer les photos, les images pour soutenir, etc. Il y a d'autres pays, et je pense à de nombreux pays latino-américains qui soit ne prennent pas position, soit prennent position pour la Russie en disant enfin quelqu'un qui vient contrer l'empire américain. Et donc voilà, quand on écoute ça en France, on est surpris, mais ce sont des réalités, c'est selon comment on se positionne. Ce qui me paraît important, c'est justement de pouvoir savoir que partout où il y a des conflits, invasion, abusif, légitime, tout ce que vous voulez, il est question de jouissance, c'est-à-dire de qui veut jouir, de quoi, comment on va négocier. Et la politique, c'est la seule solution pour ça. La politique, c'est la répartition de la jouissance. C'est le moment où on vient de dire, bon, chacun va prendre une partie, et comme toujours, à partir du moment où il y a un armistice et qu'on trace une frontière, eh ben, les Allemands, ce ne sont plus les Boches, les méchants, ce sont des partenaires, ce sont des frères, ce sont des semblables, et on commence à faire un nouveau business des deux côtés de la frontière, avec une altérité qui n'est plus l'hétérogénéité menaçante, mais une altérité. C'est un autre, un semblable. Il y a une fraternité en acte. Et donc, il me paraît urgent, effectivement, qu'on puisse cesser la violence, la guerre, l'abus, pour pouvoir négocier. Merci. Je vous en prie, et merci à vous aussi pour votre attention et votre intérêt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors je vous propose d'écouter mes autres podcasts. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Premier podcast, Comment bien se planter, est un podcast pour les entrepreneurs qui veulent débloquer leur rapport à l'échec et à l'argent et développer leur projet dans la joie. Dans ce podcast, je raconte mon propre chemin d'indépendant, mes réussites et mes échecs, et je donne les meilleurs outils qui fonctionnent sur moi et que je transmets en tant que coach pour indépendants. Deuxième podcast, intitulé « Comment devenir sexuellement épanoui ». Dans ce podcast, des hommes queer, homosexuels, bi ou autres, racontent leur chemin de sexualité et d'intimité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Et enfin, un troisième podcast intitulé « Dans les coulisses des céramistes ». Des céramistes plus ou moins expérimentés me racontent les coulisses de leur pratique, leur chemin de réussite et d'échec. Merci et à bientôt dans les oreilles.